Merci Madame Catan. Merci Monsieur Gérald de nous permettre de nous exprimer. C'est toujours très gentil à vous et ça nous permet de solliciter aussi des collaborations des patients directement. Donc la question qu'on m'a posée, effectivement, existe-t-il des médicaments sans effet indésirable? Vous vous doutez bien que la réponse, malheureusement, est non. Ça date de bien longtemps. Le premier codex pharmacologique, donc la première liste dûment établie de médicaments, remonte à l'époque sumérienne, il y a plus de 3000 ans de cela. Et vous imaginez bien qu'avec les recettes qui étaient indiquées, donc salpêtre, nitrate de potassium, les miels et peau de serpent, on pouvait être sujet déjà à des effets indésirables, ne serait-ce que d'ordre digestif. Quand vous faites une indigestion de peau de serpent ou d'écailles de tortue, ça ne devait pas bien se passer. Mais c'est un peu plus tard, avec notre père spirituel à tous, donc Hippocrate de Cos, qui a commencé à définir la notion que d'abord, quand on doit traiter des patients, il ne faut pas nuire, donc primum non nocere. Et c'est encore plus tard, à l'aube du Moyen-Âge, avec Paracelse, où on a vu apparaître vraiment la notion d'effet indésirable, puisque le dogme de Paracelse, c'est tout est poison, rien n'est poison, ce qui fait le poison, c'est la dose. Et effectivement, avec Paracelse, on a vu se dégager, si j'arrive à faire marcher on a vu se dégager une augmentation de l'effet clinique avec les thérapeutiques ici, qui arrive par un maximum. Donc il est inutile d'augmenter la dose de traitement puisqu'on n'arrive à pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit apparaître très progressivement des effets indésirables du traitement, ce qui permet de définir entre ces deux courbes la notion de bénéfice-risque pour un individu donné et pour une pathologie donnée. Et on voit que le bénéfice-risque, le rapport bénéfice-risque augmente jusqu'à être optimal. Et si on continue d'augmenter les doses de médicaments ici, le bénéfice-risque diminue par augmentation de la toxicité. Donc l'observation de Paracelse était très importante pour définir la notion d'effet indésirable. Alors c'est quoi un effet indésirable de médicament? Eh bien c'est une réaction nocive et non voulue à un médicament. Par exemple, il y a un érythème polymorphe là qui est en diapositive. À un médicament qu'il soit prophylactique, par exemple des vaccins qui sont utilisés pour prévenir les infections, diagnostic, par exemple les produits de contraste ou les préparations intestinales lorsqu'on doit bénéficier d'une coloscopie, ou alors thérapeutique, et bien sûr, il y a les antalgiques, il y a les antibiotiques, il y a les hormones et il y a les biothérapies, comme ce monsieur vient de vous l'indiquer dans son traitement. Que ce soit, ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que ces effets indésirables peuvent survenir dans les conditions normales d'utilisation d'un médicament, mais aussi en cas de mésusage. Par exemple, si le voisin vous indique que ce traitement est bon et que vous le prenez. En cas d'abus, il y a des gens qui mettent des gouttes dans le nez pour pouvoir bien respirer, puis à la fin, ils mettent des quantités astronomiques de gouttes dans le nez parce qu'ils sont habitués à ça, donc ce sont des abus. En cas de surdosage, on n'estime pas tout à fait la dose pour un corps qui est plus petit ou chétif, ou alors ce sont des erreurs médicamenteuses. Par exemple, on a une maman qui, au lieu de donner du méthotrexate toutes les semaines à sa fillette, le donnait tous les jours. Donc ce sont des erreurs médicamenteuses avec les conséquences que vous pouvez estimer. Il peut s'agir d'interactions médicamenteuses. Vous prenez un pansement gastrique et le traitement que vous prenez juste après n'agit pas. Ou enfin, il peut s'agir d'une exposition durant la grossesse à un médicament qui n'était pas très indiqué. Donc les effets indésirables sont nombreux. On peut les cataloguer, nous en pharmacovigilance, de deux façons. Ils sont graves ou non graves et attendus ou non attendus. Donc graves sont des effets indésirables qui malheureusement peuvent entraîner le décès ou des séquelles très importantes ou une hospitalisation. Par exemple, les conséquences redoutables de l'épidémie, je dirais, de thalidomide. L'épidémie de thalidomide à la fin des années 50, qui était ce médicament qu'on donnait chez la femme enceinte pour empêcher les nausées et qui
a eu pour conséquence l'apparition de phocomélie chez les enfants des mamans qui avaient pris ce médicament, donc une implantation des mains sur le tronc directement. Donc ça a duré 2 ou 3 ans, ce sont des gens qui ont mon âge maintenant. Mais ce sont des séquelles redoutables d'un traitement, c'est un effet indésirable grave. De même, la fibrose pulmonaire que vous voyez à côté sur la radio, qui est consécutive à l'administration de cordarone, d'amiodarone au long cours, fort heureusement, très rarement chez les patients. Et puis l'effet indésirable peut être non grave, par exemple une gratouille ou un exanthème à la suite de la prise d'un médicament. Donc c'est une façon que nous avons de les gérer. L'autre façon, c'est les effets indésirables attendus ou non attendus. Donc, et je prends comme exemple les antihypertenseurs. Voici un effet indésirable attendu, dit de type A, qui est un effet indésirable qui est fréquent, qui est prévisible parce qu'on l'a observé lors du développement des médicaments. Et c'est ce qu'on observe lorsqu'on prend des traitements vasodilatateurs, c'est-à-dire des édèmes des chevilles. Le matin, on peut mettre ses chaussures, le soir, on ne peut plus. On a la marque des chaussettes. C'est dû au fait que les vaisseaux sont dilatés par des médicaments comme l'amlodipine, donc l'Amlor, ou d'autres antihypertenseurs. C'est un effet indésirable qui n'est pas grave, qui est attendu et qui est fréquent. À droite, vous avez les effets indésirables non attendus, toujours avec les antihypertenseurs. En haut, on a un syndrome de Raynaud, un phénomène de Raynaud chez une personne qui prend des bêta-bloquants pour son hypertension. Vous voyez que la vascularisation se fait rare, elle a les mains très froides, ça peut être très dangereux, puis ça peut entraîner des nécroses digitales. Au-dessous, on a un œdème angioneurotique chez une personne qui prend au long cours des inhibiteurs d'enzymes de conversion, comme le perindopril ou l'énalapril, donc le Renitec ou d'autres médicaments de cette classe. Donc c'est un effet indésirable qui est assez rare et qui impose le changement de traitement lorsqu'il apparaît. Il peut apparaître au long cours dans la vie du médicament. Donc ce sont des effets attendus, des effets non attendus, type A ou type B. Type B, ils sont bien moins fréquents que les types A, et comme leur nom l'indique, ils sont inattendus, donc on a besoin de toute la sagacité des patients pour nous les déclarer, et du médecin pour l'analyser. Alors, le nombre d'effets indésirables annuels est assez important. Il dépasse les 50 000 ou avoisine les 50 000 en 2017. Il va en régressant ces dernières années et la moitié d'entre eux, à peu près, sont graves. Ils sont centralisés par l'Agence nationale du médicament qui elle-même les déverse dans l'Agence européenne du médicament dans une base spéciale qui elle-même les déverse dans la base mondiale Vigibase de l'Organisation mondiale de la santé. Alors là, il y a iatrogénie en France, qui est les conséquences de ces effets indésirables. En 2000, on estimait qu'il y avait 140 000 hospitalisations qui étaient dues à des effets indésirables graves des médicaments. Une nouvelle analyse, une nouvelle photo de la France a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans, l'étude Iatrosta, à laquelle nous avons participé. Donc c'est une photographie instantanée pendant 15 jours de tous les services en France. Et on estime qu'en France, il y a à peu près 12 millions d'hospitalisations non réglées. Donc les patients arrivent à l'hôpital pour une cause qui nécessite leur hospitalisation. On estime que dans 8 à 10% des cas, ce sont des effets indésirables graves médicamenteux qui en sont à l'origine, principalement les accidents des anticoagulants, qui est la première cause en France d'effets indésirables. Chez la personne de plus de 65 ans, ce taux monte à 10-13%. Donc c'est quand même une notion qui est importante à concevoir en termes de santé publique, en termes de coûts pour la société. Alors, que fait-on de ces effets indésirables? Il faut les déclarer. Il faut les déclarer aux différents centres de pharmacovigilance. Et vous voyez que la France est quadrillée, les points rouges, par des centres de pharmacovigilance dont la mission est de promouvoir le bon usage du médicament et aussi faire remonter la tolérance des traitements qui sont à la disposition des patients en France. Il y a 31 CRPV en France et par exemple le nôtre, Centre régional de pharmacovigilance Nice-Alpes-Côte d'Azur, a un territoire d'intervention qui est assez vaste puisqu'il y a les Hautes-Alpes, le Var et bien sûr les Alpes-Maritimes, ce qui représente à peu près 2,3 millions 300 000 habitants, donc, dont on prend le pouls régulièrement en termes de traitement médicamenteux.
Alors, quand vous suspectez un effet indésirable médicamenteux, il nous revient d'établir l'imputabilité, qui est l'évaluation entre le médicament et l'effet indésirable observé. Est-ce que ça en est vraiment la cause? Alors pour ça, on a différentes méthodes. La méthode que nous employons, c'est la méthode dite française d'imputabilité, qui prend en compte la chronologie d'apparition par rapport au traitement de l'effet indésirable, la sémiologie, c'est-à-dire les signes que comporte l'effet indésirable, tout ça constituant l'imputabilité intrinsèque, et puis aussi la notion que cet effet indésirable a déjà été décrit ou a déjà été publié dans des articles scientifiques, c'est l'imputabilité extrinsèque que l'on observe à partir de la bibliographie. Alors, quand suspecter un médicament, dans les critères chronologiques, quels sont les délais de survenue de l'effet indésirable par rapport à la prise du médicament? Ce délai peut être court, par exemple une hypersensibilité aiguë, un choc anaphylactique, des troubles digestifs, ou au contraire peut être long, les neuropathies périphériques, les valvulopathies, comme ce qui s'est passé avec le Mediator, on l'a vu, c'est des années après que les valvulopathies s'expriment. Parfois, la chronologie est incompatible, ce qui facilite un peu notre classification. Par exemple, l'effet indésirable débute avant la prise du traitement. On le voit des fois dans les déclarations. On observe aussi l'évolution à l'arrêt du traitement. Est-ce que l'effet indésirable diminue? Si jamais on réintroduit le traitement, est-ce que l'effet indésirable réapparaît? Tout cela sont des critères chronologiques qui sont très importants pour estimer la causalité du médicament dans l'apparition de l'effet indésirable. Les critères de sémiologie, c'est est-ce que les signes sont évocateurs du médicament? Par exemple, un bêta-bloquant, si on décrit une bradycardie ou une crise d'asthme sous bêta-bloquant, ça évoque très fortement le traitement en cause. Les édèmes angioneurotiques, si vous prenez des IEC ou des antagonistes de l'angiotensine 2, c'est pareil, c'est très évocateur. Et enfin, on observe très soigneusement la bibliographie et l'existence d'autres signes, d'autres effets indésirables de même type dans les bases de pharmacovigilance. Alors, nos patients nous aident. Nous avons publié il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, le fait que les observations qui étaient spontanément rapportées par les patients étaient excessivement intéressantes à analyser et n'avaient rien on ne pouvait rien leur reprocher vis-à-vis de celles des professionnels de santé, si ce n'est l'estimation de la gravité, mais on avait des renseignements tout aussi importants qui étaient adressés directement par les patients comparativement aux observations qu'on recevait d'effets indésirables des professionnels de santé. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaitait intervenir aussi pour faire des propositions d'observation d'effets indésirables avec ma collègue Fanny Rocher qui va vous présenter plus spécifiquement ce qui se passe dans le cadre des spondyloarthropathies. Je vous remercie beaucoup. Merci Milou. Bonjour à tous. Donc, moi, je continue la présentation de Milou en vous présentant quelques cas cliniques que nous avons pu avoir dans notre centre régional de pharmacovigilance et en vous expliquant un petit peu les interactions entre vous et nous, éventuellement, pour ce qui est de participer, contribuer à la meilleure connaissance du médicament et des effets indésirables médicamenteux. Donc, quelques exemples pour reprendre la diapositive que le professeur Drissi vous a montrée. Qu'est-ce qu'un effet indésirable? Donc, c'est un effet indésirable, comme il vous a très bien décrit, qui peut survenir dans des conditions normales d'utilisation et dans d'autres conditions qui ne sont pas normales. Je vais commencer déjà par un effet indésirable qui survient dans des conditions normales d'utilisation. C'est quelque chose dont vous avez forcément tous déjà entendu parler. Je vais vous parler d'un patient, un monsieur, 35 ans, qui est originaire de l'île de Mayotte, qui donc est en France depuis quelques années, pour lequel un diagnostic de spondylarthrite ankylosante a été diagnostiqué. Plusieurs traitements ont été initiés, bien évidemment, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a essayé la sulfasalazine, le méthotrexate, et puis comme il était en échec au traitement de première intention, il s'est vu proposer un traitement par biothérapie, donc de l'infliximab, la posologie usuelle, tout bien comme il faut, 5 mg kilo, J0, J2, J6, puis après régulièrement. Son bilan pré-thérapeutique était parfait, tout était OK, tous les voyants étaient au vert pour qu'il bénéficie de ce traitement. Il en a bénéficié pendant
plusieurs mois. Et puis, au fait, au bout de quelques mois, il a commencé à présenter une altération de l'état général avec de la fièvre, des adénopathies, un syndrome inflammatoire. Il a été pris en charge, il y a un bilan qui a été fait et on lui a retrouvé une tuberculose disséminée, alors que dans son bilan préthérapeutique, le test tuberculinique était négatif, bien évidemment. Il a été pris en charge, on a arrêté son traitement par biothérapie, puis on lui a donné un traitement antibiotique à visée antituberculeuse et bien sûr, tout va bien pour lui à présent. Ça, c'est un exemple vraiment classique d'effet indésirable qui peut survenir lorsqu'un patient est mis sous biothérapie. C'est quelque chose qui a été identifié après la commercialisation des anti-TNF, notamment le premier, c'était l'infliximab. Ça a été identifié, bien évidemment, puisqu'il y avait des cas qui nous étaient rapportés à la pharmacovigilance. Comme a expliqué le professeur Drissi, on a regardé avec ces premiers cas l'évaluation de l'imputabilité médicamenteuse. C'est notre score d'évaluation qui nous permet de savoir, ou en tout cas de conclure, si un effet indésirable est potentiellement lié à un médicament ou pas. Donc si on reprend le cas clinique que je viens de vous expliquer, d'un point de vue chronologique, la chronologie était compatible. La sémiologie, c'est-à-dire les arguments pharmacologiques qui nous font penser que cette tuberculose pouvait être due à l'infliximab, c'était compatible également, puisqu'on sait que les anti-TNF peuvent intervenir sur votre immunité. Et donc, en intervenant sur votre immunité, il peut y avoir un risque augmenté d'infection. C'est pour ça que c'est surveillé. Et d'un point de vue bibliographie, bien évidemment, c'était des choses qui, à l'époque, commençaient à sortir dans la littérature. Donc, en fait, le score d'imputabilité était relativement important. Ce signal ayant été identifié, il y a eu un observatoire national qui a été créé, qui a permis de mieux cerner cet effet indésirable, de mieux le typer, d'en savoir plus les facteurs de risque, son incidence, etc., et de proposer des recommandations en retour pour mieux contrôler cet effet indésirable et mieux le gérer, donc avec des recommandations de précaution d'emploi liées à l'utilisation de l'infliximab et des autres biothérapies, notamment les autres anti-TNF, et puis une modification des conditions d'utilisation de l'infliximab et d'autres molécules. Voilà, c'est déjà un premier exemple de la pharmacovigilance, à quoi elle sert, comment est-ce qu'on travaille, nous, et les actions en retour. Alors, j'ai d'autres exemples, toujours la même diapositive que le professeur Drissi vous a montré. Un autre exemple de conditions d'utilisation, cette fois-ci, c'est une exposition au cours de la grossesse. Un autre exemple, très classique, une jeune femme, bien évidemment, elle est enceinte, elle est en fin de grossesse, elle a 8 mois de grossesse. Tout ça, ce sont de véritables cas qui sont vraiment arrivés. Elle a pris un comprimé d'ibuprofène 400 mg parce qu'elle avait très mal à la tête. C'est une patiente qui était migraineuse, pas du tout pour une spondylarthropathie. Et elle s'est souvenue, au moment où elle l'a pris, que son gynécologue lui avait dit de ne surtout pas prendre d'AINS pendant sa grossesse. Mais elle s'en est souvenue trop tard. Donc elle a paniqué, elle a consulté en urgence. Et en fait, il s'avère qu'elle a très bien fait d'aller consulter en urgence parce qu'on s'est aperçu que la prise de cet anti-inflammatoire non stéroïdien avait eu un effet immédiat toxique sur son fœtus et qu'il y avait eu ce que l'on appelle une fermeture prématurée du canal artériel de son bébé. Alors c'est un terme très médical, très poussé, mais en fait les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont bien décrits pour entraîner un spasme au niveau cardiovasculaire du bébé et cette malformation qui peut entraîner des conséquences assez sévères chez le fœtus. Et donc, elle a bénéficié d'une césarienne en urgence et l'évolution a été favorable. D'un point de vue imputabilité médicamenteuse, la chronologie était très évocatrice puisque là, c'est survenu tout de suite après la prise de l'anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est quelque chose qui est attendu. D'un point de vue sémiologique, c'est quelque chose qui est très bien décrit, qui découle du mécanisme d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On sait pertinemment que ces médicaments-là entraînent ce type d'effet indésirable-là. Et bien sûr, les données bibliographiques sont très riches sur le sujet, ce qui fait un score d'imputabilité très fort, I5, puisqu'on a une échelle qui va de 0 jusqu'à 6, donc le lien est quasiment évident. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est connu.
On n'en reste pas là, on ne se dit pas c'est connu et puis c'est tout. Il y a beaucoup de mesures pour mieux cerner cet effet indésirable et essayer de le limiter. La gynécologue avait bien prévenu cette patiente. Cette patiente l'a pris par erreur, une erreur médicamenteuse, mais elle s'en est souvenue tout de suite. On a fait une échographie, on savait exactement ce qu'il fallait aller rechercher comme éventuelle toxicité et on a pu intervenir très rapidement. Donc, il existe beaucoup d'informations concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les toxicités pendant la grossesse. Ça, ce sont la conséquence des données de pharmacovigilance que les médecins et que vous pouvez contribuer à apporter au système national. Dernier petit exemple que je peux vous proposer, on a vu des conditions normales d'utilisation, on a vu des effets indésirables qui surviennent dans une condition d'exposition au cours de la grossesse. Je vous propose de voir avec vous une erreur médicamenteuse. Le professeur Drissi vous en a déjà abordé le cas. Il s'agit cette fois-ci d'un monsieur âgé de 74 ans qui a une spondylarthrite ankylosante, pour lequel il a eu une première prise en charge par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis sa spondylarthrite a évolué et on lui a vu, il s'est vu proposer un traitement par méthotrexate à raison de 4 comprimés à 2,5 mg à prendre une fois par semaine. Et puis, probablement, ce monsieur n'était peut-être pas très concentré au moment de la consultation médicale, ou peut-être que l'information est mal passée, en tout cas. Il est rentré chez lui avec ses médicaments, et au lieu de prendre sa prise le matin une fois par semaine, il a pris ses comprimés tous les jours, 4 comprimés tous les matins, pendant 1 mois. Et en fait, au bout de 1 mois, il s'est senti pas bien du tout. On lui a fait un bilan biologique et on lui a trouvé des leucocytes très très bas, 400, alors que normalement le taux normal de leucocytes c'est plutôt entre 4000 et 10 000. Donc il avait une toxicité hématologique et s'en sont suivis une fièvre et en fait il a fait un sepsis pour lequel il a été obligé d'être hospitalisé. On a arrêté le méthotrexate. Et il a eu un traitement antibiotique par voie IV pendant plusieurs jours. Il est resté hospitalisé pendant plusieurs semaines, mais il s'en est sorti. Tout va bien. Alors ça, c'est une erreur médicamenteuse très classique qui a été identifiée par les centres de pharmacovigilance, notamment parce qu'on a eu plusieurs cas qui nous ont été remontés. Je parle pour nous à Nice, mais aussi pour tous mes confrères de tous les centres régionaux de pharmacovigilance. Et en fait, la somme d'informations que nous avons tous généré est remonté au niveau de l'agence du médicament et il a été identifié, cette source d'erreurs médicamenteuses, cette prise de comprimés une fois par semaine. C'est vrai que ça n'est pas classique de prendre 4 comprimés d'un coup une fois par semaine. Il faut y penser, c'est toute une éducation thérapeutique et c'est typiquement la pharmacovigilance qui permet de l'identifier. Là encore, si on regarde notre score d'imputabilité, j'ai pris des choses qui sont simples et évidentes. La chronologie, elle était évocatrice au bout de 1 mois après le début du traitement. Et puis la sémiologie, elle était plus qu'évocatrice. Le méthotrexate est un médicament immunosuppresseur, donc il diminue l'immunité, donc forcément il l'expose à un risque d'infection. Et en plus, il y avait un surdosage. Souvenez-vous la diapositive que le professeur Drissi vous a montrée, où la dose est très importante. Quand vous prenez un traitement immunosuppresseur avec une dose plus forte que celle qui est recommandée, forcément, vous vous exposez à un risque d'immunosuppression et d'infection potentiellement sévère. C'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Et là encore, la bibliographie, bien évidemment, est bien étayée sur le sujet. Il y a eu une publication qui a été faite avec les centres régionaux de pharmacovigilance qui a mis en garde sur ce risque d'erreur médicamenteuse. Et puis, bien évidemment, les autorités de santé ont fait des documents d'information. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont sous méthotrexate ici, mais vous avez probablement eu, au moment de votre délivrance ou votre première prescription, on vous a probablement donné des documents d'information vous disant attention, une seule prise par semaine avec un carnet qui vous permet de dire quel jour vous prenez votre méthotrexate pour éviter ce genre d'accident iatrogène. Donc, comme je vous disais au début, comme le professeur Drissi vous disait au début, les centres régionaux de pharmacovigilance sont bien évidemment en lien avec les professionnels de santé pour colliger tous ces effets indésirables médicamenteux. Nous, par exemple, nous sommes en lien avec
tous les professionnels de santé, spécialistes ou généralistes, les rhumatologues. Nous passons dans le service de rhumatologie, le professeur Roux, on le connaît très bien, pour récupérer ces observations, ces effets indésirables médicamenteux. Mais vous avez un rôle majeur aussi dans ces informations qui peuvent nous remonter. Il n'y a pas que les médecins qui ont cette primeur. Vous pouvez aussi nous déclarer vos effets indésirables médicamenteux. Vos avantages sont doubles. D'abord, d'un point de vue personnel, vous pouvez avoir une prise en charge adaptée en nous déclarant ce qu'il vous est arrivé. On peut se mettre en lien avec vos médecins, on peut vous donner une réponse sur ce qu'il vous est arrivé, et puis vous contribuer d'un point de vue collectif à améliorer les connaissances que l'on peut avoir sur les médicaments que vous prenez, que ce soit des médicaments à court terme ou à long terme. Donc c'est double gagnant, c'est même triple gagnant, double pour vous, pour la collectivité et pour nous, pour apporter des informations complémentaires. Comment déclarer? C'est une grande question, c'est très simple. Je pense que vous êtes tous connectés. Si vous tapez « déclaration effet indésirable médicamenteux » sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber sur plein de sites. Le premier site, celui que je vous recommande, c'est le portail unique de déclaration des effets indésirables médicamenteux de la Direction générale de la santé. Vous remplissez un petit formulaire qui prend 5 minutes. Il y a 4 grands critères qui sont indispensables. Identifier un déclarant, identifier un patient, identifier au moins un médicament et au moins un effet indésirable. Vous voyez, c'est pas sorcier, ça prend 5 minutes et ça peut contribuer à vraiment faire partager des informations et mieux pouvoir vous traiter. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, 3/4 des notifications d'effets indésirables médicamenteux proviennent des professionnels de santé, mais que vous avez un rôle qui est de plus en plus important dans la déclaration des effets indésirables médicamenteux. Vous voyez les proportions, les déclarations patients sont en bleu. Alors peut-être les chiffres, si je pense que vous les voyez, au début on était à 10, 20, 30 notifications patients. On arrive à des chiffres aujourd'hui plus autour de 200 notifications patients sur notre centre régional de pharmacovigilance. À l'échelon national, bien évidemment, c'est beaucoup plus important. Vous avez une place beaucoup plus importante dans les déclarations, surtout cette année avec les vaccins. Autant vous dire que vous avez une place de choix. Vous avez été quasiment 50%. Vous avez participé à hauteur quasiment de 50% dans les déclarations d'effets indésirables médicamenteux. Donc c'est super. Et on espère que ça va continuer et on aimerait bien vous impliquer un peu plus, que vous soyez un peu plus présent sur la scène de la pharmacovigilance en tant que déclarant et en tant qu'échange, partage de données, d'informations. Ça, c'est donc le site internet sur lequel vous pouvez déclarer des effets indésirables médicamenteux. Donc, vous arrivez sur ce site-là. Il suffit de cliquer sur « Vous êtes un particulier » ou « Vous êtes un professionnel de santé ». Et puis après, vous vous laissez guider. Vous voyez qu'il y a tout type de vigilance. Il y en a une vingtaine de vigilances sanitaires. Vous pouvez déclarer un effet indésirable qui peut survenir avec un médicament, avec un cosmétique, avec un tatouage même. J'ai appris aussi qu'il y avait de la tatou-vigilance. Enfin, vous voyez qu'avec tout ce qui peut vous arriver comme effet indésirable, vous pouvez faire la déclaration sur le portail de la DGS. Nous, pour ce qui nous intéresse, c'est ce qui concerne le médicament. Donc, c'est la première ligne, un produit à usage médical, médicament. Vous cliquez et après, vous arrivez sur tout simplement des formulaires. Il y a une première partie, c'est ce que je vous disais concernant le déclarant. Une deuxième qui concerne le patient. Souvent, c'est la même personne. Et puis après, une autre partie qui concerne l'effet indésirable et la dernière qui concerne le médicament. Alors après, que deviennent vos observations? Tout simplement, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. En fait, après que vous ayez déclaré, on regarde s'il y a un signal qui émerge de toutes les données qui nous remontent. Donc c'est enregistré dans une base de données que le professeur Drissi vous a expliqué. On appelle ça la base nationale de pharmacovigilance, qui remonte à l'Agence nationale du médicament, l'ANSM, dans une base nationale. Cette base nationale est régulièrement regardée par nous, par les pharmacovigilants. On identifie des signaux de pharmacovigilance. Et s'il y a un signal de pharmacovigilance, on fait ce que l'on appelle une enquête. Et à l'issue de cette enquête, on décide si effectivement ce signal est confirmé ou infirmé. Et si ce signal est confirmé, on modifie le médicament. On modifie, donc on fait une recommandation de bon usage, une restriction de l'indication, un rappel aux patients, un rappel aux professionnels, et ça peut aller jusqu'au retrait du médicament.
Pour répondre à la question « Existe-t-il des médicaments sans effet indésirable ?» Je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir eu la présentation, je pense que vous saviez déjà la réponse. C'est encore plus évident. Non, bien évidemment qu'il n'existe pas de médicaments sans effet indésirable. Tout est dans la façon dont vous allez utiliser ce médicament, ce que vous allez en faire et votre état de vigilance vis-à-vis de ce médicament. Tout est dans l'utilisation, bien évidemment, à bon escient. Donc, cette utilisation à bon escient fait qu'on contribue à l'évaluation du bénéfice-risque du médicament. Et bien évidemment, pour cette évaluation du bénéfice-risque, nous vous engageons à nous déclarer les éventuels effets indésirables que vous avez, parce que tous les effets indésirables médicamenteux que vous ne nous déclarerez pas ne seront jamais pris en compte. Donc, il faut communiquer, il faut nous les déclarer. Pour cela, on vous propose de faire une formation s'il y a des patients qui sont volontaires pour se faire nos partenaires pour pouvoir prêcher la bonne parole auprès d'autres patients. On se propose de former un petit groupe de patients à la déclaration de pharmacovigilance et puis vous pourriez former vos amis, votre entourage, les autres personnes qui ont des spondylarthropathies pour qu'eux aussi puissent faire la déclaration de pharmacovigilance. Donc vous pourriez, si vous êtes volontaire, eh bien écoutez, contactez-nous et puis on fera une petite formation en ligne si vous le souhaitez, une formation très rapide, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous prendre trop de temps. Et puis après, j'espère que ça fera boule de neige et qu'on pourra créer un réseau de patients déclarant particulièrement vigilants sur la pharmacovigilance. Voilà. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci. Je crois que tout le monde a pris des notes et ça se trouvera sur le site d'ACS. Juste peut-être quelques questions un petit peu plus générales, mais entre le suivi par la pharmacovigilance et le suivi par les laboratoires, qu'est-ce qui distingue? C'est les laboratoires qui commercialisent se vont imposer ce suivi sur plusieurs années, me semble-t-il. Qu'est-ce qui diffère? Alors, nous sommes en lien indirect avec les laboratoires pharmaceutiques par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. C'est eux le chef d'orchestre. Bien évidemment, le laboratoire, il est responsable de son médicament. J'avais l'impression que c'était trop fort. Le laboratoire pharmaceutique, il est responsable de son médicament, donc il est forcément impliqué quand il y a un problème d'effet indésirable médicamenteux. En général, ce sont les centres de pharmacovigilance, les pharmacologues, qui identifient un effet indésirable médicamenteux. Ils remontent l'information à l'agence du médicament. L'agence du médicament en informe le laboratoire pharmaceutique, qui doit donner des informations complémentaires. Et après, il y a ce lien qui se fait. Il peut y avoir aussi, pour répondre à votre question, le laboratoire pharmaceutique qui effectue, lui aussi, de son côté, un suivi de pharmacovigilance et qui peut identifier aussi, de son côté, des effets indésirables médicamenteux qui sont remontés à l'agence du médicament. Donc ce sont deux systèmes parallèles, complémentaires, mais qui convergent tous vers les autorités de santé. Mais est-ce qu'ils coïncident le plus souvent dans les observations? Est-ce qu'il quoi? Est-ce que les informations coïncident entre celles qui sont relevées par les centres et celles qui, pour inciter à l'intérêt de passer par vous, est-ce que généralement ce qui revient au laboratoire est assez proche de ce que vous remontez, vous, dans les centres, je dirais, indépendants Oui, ça coïncide, c'est complémentaire. Bon, je ne vais pas faire de la pub pour nous, mais un petit peu quand même. En général, on remonte plus de signaux et d'informations que le laboratoire pharmaceutique, mais c'est probablement aussi parce qu'on va les chercher sur le terrain, sur place. On est là, on est vraiment au contact avec les services, mais c'est complémentaire. Complémentaire. Oui. Et sans vouloir être dans les polémiques, il y a les effets indésirables à court terme où effectivement la chronologie est relativement simple. Vous parliez de l'ibuprofène et des femmes enceintes. Alors c'est pas pour faire de la polémique avec les vaccins, mais le vaccin par définition ou d'autres, quid des effets à plus long terme où la chronologie est beaucoup plus complexe à établir? Alors c'est plus complexe à établir. Là, c'est vrai que je vous ai donné 3 exemples d'effets indésirables qui étaient évidents, qui étaient bien connus, mais c'est pour bien vous illustrer. Des fois, le lien, il est moins évident et l'identification
du lien entre un effet indésirable et la prise d'un médicament, notamment de façon chronique, prend plus de temps pour être mise en évidence, et c'est le cumul d'informations, donc le nombre d'observations, les données pharmacologiques qui vont nous faire éventuellement penser que ça pourrait être en lien avec le traitement, et puis la somme des publications scientifiques ou une nouvelle publication qui fait qu'on peut identifier quelque chose. Donc effectivement, les effets au long cours peuvent prendre un peu plus de temps, déjà parce qu'ils surviennent au long cours, et puis parce qu'il faut peut-être creuser un peu plus de données, et que le lien, le score d'imputabilité est plus complexe à faire. Oui, j'imaginais que vous alliez compléter. Oui, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Au niveau de l'agence européenne, par exemple, l'évaluation sémiologique, chronologique et référentielle est une partie de la problématique. Les publications scientifiques sont une deuxième partie. La plausibilité pharmacologique dans un dossier de médicaments. Vous savez que pour mettre un médicament, une biotechnologie par exemple, sur le marché, ça coûte à peu près au moins 1 milliard d'euros ou de dollars. Donc dans ces coûts, il y a beaucoup d'évaluations précliniques. Donc on regarde avec des modèles animaux si jamais il y a déjà un signe précurseur de toxicité de l'organe considéré. Si par exemple on a des plaintes au niveau pulmonaire, on va regarder dans les études animales s'il y avait eu déjà s'il y avait eu des détails qui interpellaient à ce niveau-là. Et puis surtout, on a des bases qui permettent de donner l'incidence spontanée de l'effet indésirable ou du symptôme dans la population en général. Donc il y a des bases de données. Et c'est donc ce qui est attendu. Et on vérifie quand on reçoit les cas ce qui est observé. Et on fait le rapport de l'observé sur attendu. Je vous donne un exemple. Des cas de mort subite ont été associés à la vaccination récente. Quand on regarde la population de plus de 65 ans, il y a 12 000 morts subites par jour. Donc quand on fait le ratio de ce qui se passe sous la vaccination, de ce qui se passe en général, il est évident qu'on peut avoir la coexistence de quelqu'un qui se fasse vacciner et qui malheureusement meurt subitement par la suite, sans pour autant que le vaccin soit causal dans la survenue de la mort soudaine ou inexpliquée. Donc c'est un ensemble d'arguments qui permet de valider un signal et d'envisager donc des attitudes à avoir, c'est-à-dire on contacte les professionnels de santé, ce qu'on appelle les Dear Doctor Letter. Donc, chers professionnels de santé, nous avons observé ceci et cela. Faites attention auprès de vos patients qui sont traités avec ce traitement. Il y a des indications dans le résumé des caractéristiques du produit envers les patients pour les prévenir et des campagnes comme le docteur Rocher vous a parlé à partir de la DGS ou de la Haute Autorité de Santé pour prévenir les patients. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites français relatifs à la santé. Comment on comprend toutes les tensions actuelles entre ceux qui disent, bon, obligé d'aborder peut-être rapidement, même sur les vaccins, puisque c'est quand même aussi l'actualité et que la plupart l'ont eu. Comment expliquer ces tensions entre ceux qui disent il n'y a pas et ceux qui disent il y a des effets indésirables, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Finalement, tout le monde a raison, personne. Où je vous suis, personne ne peut affirmer être finalement très affirmatif sur les longs termes. L'évaluation pour les produits comme les vaccins qui bénéficient tous d'une autorisation de mise sur le marché centralisée, il y a 2 agences qui sont prééminentes dans le monde. C'est l'agence américaine, dans la Food and Drug Administration, et l'agence européenne du médicament, European Medicines Agency. Ces 2 agences, elles couvrent, je dirais, pratiquement 80% du marché du médicament. Donc elles vont très en profondeur dans l'évaluation des médicaments et des vaccins. Donc quand une de ces 2 agences a pris position, je dirais ça peut être pris pour argent comptant. À l'état, au temps donné de la science. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Ça veut dire qu'au temps précis où on analyse, l'analyse la plus parfaite est donnée par ces 2 instances-là. Ensuite, chacun peut s'emparer des datas et les décliner comme il le souhaite. C'est ce qu'on voit apparaître dans la presse écrite, que vous connaissez bien,
comme dans la presse télévisuelle, où il y a beaucoup de spécialistes qui interprètent un peu les datas comme ils le souhaitent. Mais à nouveau, il y a une petite particularité en France, dans d'autres pays aussi, c'est que les agences d'enregistrement donnent des autorisations de mise sur le marché avec des précautions d'emploi, des effets indésirables qui sont donnés pour l'Europe et qui s'appliquent à l'ensemble des pays, mais chacun des pays a, lui, une validation interne qui lui permet d'utiliser cette autorisation de mise sur le marché et de restreindre l'applicabilité de ces AMM. Par exemple, la France a décidé, alors que l'Europe ne l'avait pas fait, de restreindre la vaccination par le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas dans le résumé des caractéristiques du produit du vaccin. C'est une décision française qui est due à la Direction générale de la santé et aux autres groupes, je dirais, qui conseillent le ministère de la Santé ou qui le constituent, qui sont indépendants de l'agence elle-même du médicament. Ça peut être décliné. Oui, alors je ne vais pas garder le micro parce que j'imagine qu'il y a des questions, bien sûr, dans la salle. Oui, bien sûr, madame, devant, juste devant, premier rang, en rouge. C'est vrai que vous êtes en... Vous vous confondez un petit peu avec... Désolée. Hein. Ma question est, moi, c'est pour le monsieur, là, j'ai oublié le nom. Dès que je prends la codéine, j'ai fait de malaise. Donc, qu'est-ce que mon corps fait qu'il n'accepte pas la codéine? Mais en même temps, je vous remercie vraiment parce que j'ai la spondylarthrite. Je ne prends aucun médicament. Et en entendant tout ça, alors là, c'est vraiment, je ne prendrai pas de médicaments, ça c'est sûr. Hein. Merci. Il va se dire, non, mon Dieu, on a loupé notre présentation. Ah, désolée, je suis à la brésilienne, c'est comme ça, hein, voilà. Alors, nous allons vous faire une réponse, un duo pour les fins indésirables. Donc la codéine, c'est un médicament de palier 2 du traitement de la douleur. Donc c'est un opiacé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la codéine passe par le foie et le foie va transformer la codéine, va retirer un groupement chimique pour la transformer en morphine. Et c'est la morphine qui va être le support de l'activité antalgique. Cette activité de scission de la codéine est portée par ce qu'on appelle un cytochrome P450. C'est un petit, je dirais, un petit fourneau qui va brûler. Vous savez que les médicaments sont ce qu'on appelle des xénobiotiques. Ce sont des substances qui sont étrangères à l'organisme. Donc l'organisme ne va avoir de cesse que de s'en débarrasser. Donc le foie est aux premières loges pour se débarrasser des médicaments. Dans un premier temps, il va brûler les médicaments, les rendre moins toxiques. Et dans un deuxième temps, des réactions de phase 2, il va essayer d'éliminer les métabolites dans les urines ou dans les fesses. Donc c'est le rôle principal du foie en tant que détoxifiant. Donc la codéine est utilisée à cette fin, puisque le foie va la voir arriver, va la brûler et va libérer de la morphine. Et la morphine va avoir l'activité antalgique. Mais les petits brûleurs qui vont transformer la codéine en morphine ne sont pas également distribués dans la population. Il y a 7% de la population caucasienne, donc de la population blanche, qui a une activité normale et qui libère de la morphine à partir de la codéine, donc qui permet d'avoir une activité antalgique. Dans 7% des cas, la population est déficiente de ces petits brûleurs. Donc la codéine ne marche pas, donc ne marchant pas, on a tendance à en prendre un peu plus, et là on va avoir tous les effets indésirables de la codéine, et aucun des effets favorables antalgiques de la morphine. Alors, dans la population qui est asiatique, ce taux de non-transformation peut monter jusqu'à 30%. C'est ce qu'on appelle un polymorphisme génétique du cytochrome P450, c'est le 2D6 qui est responsable de la transformation de codéine en morphine. Si Fanny veut rajouter peut-être quelque chose pour l'effet indésirable. Mais c'était parfait, Milou. J'ai rien de plus à rajouter. Si bon, c'est votre chef, hein, c'est ça. Professeur Drissi, c'est mon patron. Oui. Donc, non, il a très bien expliqué et c'est très bien pour illustrer effectivement. La codéine peut très bien marcher chez certains patients.
Ça peut être un médicament miracle pour certains, vraiment dans le traitement de la douleur. Bon, il se trouve que chez vous, ça a eu cet effet-là. Je vous engage d'autant plus à alors déclarer. si on a du mal avec la codéine, est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne tolérera pas la morphine ou rien à voir, du coup, comme c'est entre les deux? C'est pas parce que quelqu'un est allergique, entre guillemets, à la codéine, qui découvre qu'il ne peut pas prendre de codéine, qu'il ne peut pas prendre de morphine si un jour, ou un dérivé morphinique. Non, c'est pas. Si par exemple on est sujet à de la constipation avec de la morphine, ce qui est naturel, puis je vous rappelle que l'imodium, donc le loperamide, c'est un morphinique qui ne passe pas la barrière cérébroméningée, donc il va avoir tous les effets périphériques de la morphine sans avoir les effets centraux. Donc ça va vous entraîner une constipation. Donc la morphine entraîne des constipations, la morphine entraîne des nausées. La codéine aussi. Mais ça, ces effets peuvent perdurer. Ils ne sont pas étrangers. C'est simplement, vous avez certainement une intolérance à la codéine elle-même qui en plus ne se transforme pas en morphine. Donc aucun avantage. C'est le rapport bénéfice-risque dont parlait Paracels. Vous avez tous les inconvénients et aucun désavantage. C'est le lot de 7% de la population. Madame. Tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si on entend. Tout à l'heure, vous avez parlé en début de votre prestation d'effets graves et d'effets moins graves. Quel est le rôle et quelle est l'obligation en fait des médecins par rapport à ces déclarations? Parce que bon, il arrive parfois que le médecin prescrit un médicament. On revient le revoir 15 jours, 3 semaines après en disant mais celui-là, il me fait mal au ventre, il fait ci, il fait ça, en fait je ne le supporte pas bien, etc. Le médecin en donne un autre. Est-ce que systématiquement, il doit faire une déclaration d'effet indésirable s'il n'y a pas de notion de gravité? Alors, c'est une bonne question. Hein. Quel niveau de gravité il faut faire une déclaration? Alors la réglementation est très claire. En fait, tout professionnel de santé, médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme, a obligation de déclarer tout effet indésirable dont il a connaissance, qu'il soit grave ou non grave. Ça fait beaucoup de données. Donc, la sous-notification est une réalité. Actuellement, on pense qu'on ne récupère que 5% de la totalité des effets indésirables médicamenteux. Donc, c'est vrai que si on pouvait déjà se concentrer sur les effets graves ou inattendus et récupérer ces effets-là, ce serait très bien. Et il y a une définition du critère de gravité. C'est quelque chose qui est réglementaire aussi. Un effet indésirable grave, c'est un effet indésirable qui entraîne une hospitalisation ou une mise en jeu du pronostic vital ou le décès, ou une malformation congénitale, ou quelque chose qui est considéré comme médicalement grave, ou encore des séquelles. Donc vous voyez que ce sont des définitions qui sont bien établies. Et un effet indésirable inattendu, c'est un effet indésirable, c'est ce que vous a expliqué le professeur Drissi tout à l'heure, qui n'est pas attendu, qui n'a pas été identifié au cours des essais cliniques et que l'on peut nous identifier en données après commercialisation. Donc pour répondre rapidement à votre question, normalement il doit tout nous déclarer. Mais s'il pouvait déjà nous déclarer les effets graves ou inattendus, ce serait vraiment très bien. Et pour terminer avec ce que je vous disais à la fin de ma présentation, c'est pour ça que vous, si vous pouviez nous déclarer vos effets indésirables, ça contribuerait à augmenter cette part de notification que nous avons, qui n'est que de 5%, alors qu'on aimerait bien en avoir beaucoup plus. Vous disiez, c'était assez surprenant quand vous avez monté vos courbes. Il y a une année, je crois 2017-2018, il y a eu beaucoup plus. Est-ce que ça coïncide avec un événement médiatique, notamment oui, c'est ça, les hormones thyroïdiennes, non? Exactement. Ça correspondait à... Donc en fait, voilà. La médiatisation, et puis vous disiez qu'en 2021, ça a remonté. Le vaccin. Oui. Alors, en 2017-2018, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu l'ouverture de ce portail de notification de la DGS, qui a été beaucoup médiatisé, donc qui a été porté à la connaissance de la population générale. Donc, les gens se sont intéressés. Nouveauté. Voilà, se sont intéressés.
Et en même temps, en parallèle, il y a eu un problème sanitaire, effectivement, avec une modification de la spécialité à base de lévothyroxine. Et donc, les patients se sont emparés de ce portail et nous ont déclaré leurs effets indésirables. C'est pour ça qu'on a eu une grosse part de notifications patients qui nous a été remontée sur ces 2 années-là, effectivement. Mais ils ont quand même eu un peu de mal à se faire entendre, hein, néanmoins, en dépit de ces notifications. Ils ont été entendus puisqu'au final, il y a eu une modification de la spécialité. Enfin, il y a eu d'autres spécialités de lévothyroxine qui ont été mises sur le marché pour répondre à la demande. Et effectivement, après, ça a été maintenant, ça a diminué par la suite. Alors pour rester dans cette spécialité, enfin là, puisqu'on est dans la journée des ACS, est-ce que vous avez montré quelques exemples où certaines personnes développaient des intolérances, par exemple aux biothérapies, et dans la salle, il y a une personne qui a témoigné d'ailleurs de ce même type de réaction. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a de la recherche dans ce sens pour essayer d'identifier les gens susceptibles de développer des intolérances ou des résistances à certains médicaments? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors, il y a des équipes qui travaillent dessus, il y a de la pharmacogénétique, il y a des services de pharmacogénétique qui existent, qui travaillent sur le lien entre la génétique des gens et puis une susceptibilité à faire plus d'effets indésirables que d'autres. Il y a des choses qui ont déjà été identifiées, pas forcément dans le domaine de la rhumatologie, mais dans d'autres domaines où on associe des systèmes HLA avec un risque augmenté de faire des réactions d'hypersensibilité, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est identifié. Et puis, la pharmacovigilance, bien évidemment, travaille sur l'identification de ce que l'on appelle des facteurs de risque. Est-ce qu'un patient insuffisant rénal est plus à risque? Est-ce que les femmes sont plus à risque que les hommes? De manière générale, dans toutes les disciplines, dont la rhumatologie, dont les anti-TNF et toutes les biothérapies, bien évidemment. C'est quelque chose... oui, il y a des études qui sont faites. Et je parle au nom de tous les pharmacologues, bien évidemment. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes... Oui, madame, vous vouliez poser une question. J'allais demander, est-ce que parmi vous, en attendant que ça arrive, il y a des personnes qui ont déjà rempli et signalé des effets indésirables? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui l'ont déjà fait? Une personne? Pardon? Oui, une seule personne. Mais il félicite. On peut juste passer 2 secondes. Ah, mais je crois que monsieur, si je le reconnais, il est aussi médecin, c'est ça? Professionnel, je suis médecin, oui. Ah oui, mais c'est en tant que médecin que vous l'avez remonté, pas en tant que patient. Ouais. Ah oui. Donc ça rejoint. Pourtant, des patients avec des thérapies à long terme. Oui, madame. Oui, par rapport à toutes les biothérapies qui existent maintenant, parce qu'elles sont relativement nombreuses, quelle idée on a par rapport à l'apparition ou aux récidives de cancer? Puisque les biothérapies intervenant sur notre immunité, il y a une certaine crainte quand on prescrit à un patient une biothérapie, un patient qui a eu un cancer. Je sais qu'il y a un certain délai d'attente avant de pouvoir le mettre sous biothérapie. Est-ce qu'il y a des biothérapies qui ont démontré plus facilement des récidives de cancer ou des apparitions de cancer? Et dans ce type de cancer, je pense par exemple au sein, à la prostate et aux leucémies. Alors, c'est une question très générale. Je vais avoir du mal à vous faire une réponse très spécifique, bien évidemment. Il faudrait cataloguer les molécules une à une. Ça risque d'être un petit peu long. Il y a un lien qui a été fait avec certaines biothérapies et des risques lymphoprolifératifs. Vous avez raison, parce que ce sont des traitements qui agissent sur votre immunité, qui font une pression immunosuppressive ou en tout cas qui diminue sans être suppresseur, il diminue au moins. Et donc effectivement, ça peut augmenter le risque de certains cancers et notamment les cancers lymphoprolifératifs. Sur les tumeurs solides, c'est moins évident. On a mis en évidence un risque avec donc effectivement certaines hémopathies malignes, donc les maladies du sang, les syndromes vraiment lymphoprolifératifs, certains cancers cutanés aussi. Après, sur le cancer du sein, le cancer de la prostate, c'est quelque chose qui est surveillé.
qui est tout le temps surveillé, qui fait l'objet de discussions, de publications, mais le lien aujourd'hui, il reste encore incertain. Donc pour l'instant, on n'a pas d'études précises, chiffrées sur le risque ou pas d'apparition de récidive pour le sein, la prostate. Signalé. Est-ce que ça se signale d'ailleurs? Par exemple, sous traitement, j'ai un cancer qui est diagnostiqué, c'est les choses qui doivent être déclarées. Absolument, c'est quelque chose qui se signale comme effet indésirable potentiel. Donc en fait, ça contribue à augmenter les informations que l'on met dans cette base de données de pharmacovigilance et qui peut faire générer un signal. Alors vous voyez que le lien avec le traitement, il est moins évident à partir du moment où on n'a pas des données expérimentales qui démontrent A plus B qu'il y a un lien évident. Donc sur ce type d'effet indésirable potentiel pour lequel on a un doute, une suspicion pharmacologique, puisque ce sont des traitements immunosuppresseurs, ou en tout cas immunomodulateurs, qui sont pris au long cours chez des personnes qui vont le prendre parfois pendant des années. Ces personnes sont vieillissantes aussi, donc ont un risque qui augmente. Donc vous voyez que le risque, il évolue au fil du traitement. Il faut des données épidémiologiques, donc en fait des études qui vont être faites spécifiquement pour lesquelles il faudra plusieurs années, de nombreuses années. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a des études qui sont en cours, mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats fiables. Mais il y a des études. Si vous regardez les études scientifiques, vous allez en trouver avec des études qui sont en cours. Et il y a les données de pharmacovigilance qui contribuent à augmenter les connaissances que l'on a jusqu'à ce qu'il y ait dans cette masse de données un éventuel signal qui émerge. Et ce sont des discussions qui ont lieu très régulièrement dans les autorités de santé. Il y a des réunions, des groupes de travail, dont un groupe de travail dans lequel le professeur Drissi fait partie à l'Agence européenne du médicament, et il y a des discussions qui sont abordées régulièrement sur certains risques d'effets indésirables potentiels où on essaye d'avancer à petits pas pour savoir s'il y a un lien ou pas avec ces traitements-là. Et le risque de cancer secondaire, ou en tout cas de cancer, c'est un des sujets qui fait l'objet de discussions régulièrement par des experts. C'est un processus très long. Oui, et j'ai également, si je peux me permettre, une autre question. Les immunomodulateurs par rapport à la vaccination ARN messager, il n'y a pas de problème d'interférence, de neutralisation, de choses comme ça? Pas à ce jour, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Vous dites pas à ce jour, il n'y a rien qui est remonté à ce jour? Non, il n'y a rien qui remonte à ce jour. Tu veux prendre la parole dessus? Non, je croyais. Pardon. Les vaccins à ARN messager, l'ARN messager, quand on vous administre le vaccin, l'ARN messager rentre dans une cellule, il est tout de suite transcrit en protéines, il est tout de suite dégradé, il dure quelques heures, il est transformé en protéines qui va stimuler votre immunité, et c'est comme ça que vous allez fabriquer les anticorps qui vont vous aider à combattre une éventuelle infection contre le coronavirus qui donne cette maladie, la Covid-19. Le fait d'être sous immunomodulateur ou immunosuppresseur au long cours peut interférer sur vos capacités à synthétiser des anticorps. En ça, oui, il peut y avoir une interférence, comme avec tous les vaccins, mais pas plus les vaccins à ARN messager qu'un autre vaccin que vous pourriez avoir, vous voyez. Est-ce que quand on est intolérant à un médicament essentiel, important, donc c'est compliqué parce qu'on ne peut pas le prendre, est-ce qu'on peut, un peu comme dans les allergies, tenter de le réintroduire à des doses plus faibles? Est-ce que, ou on est condamné si on développe une intolérance? Quand il y a un groupe de médicaments qui est particulièrement visé, je vous donne un exemple, les pénicillines, c'est un médicament qui est essentiel à toute la famille. Donc on va s'arc-bouter sur les effets indésirables qui sont décrits et on va aller très profondément dans l'étude pour savoir si c'est la classe, d'abord si c'est le médicament est vraiment causal dans l'allergie observée. Si tous les médicaments de la classe sont observés, donc nous adressons les patients volontiers à des allergologues spécialisés dans ce type d'essai pour être certain de ne cerner que la molécule en cause
et en gardant la possibilité d'avoir d'autres traitements indispensables qui puissent être administrés. Donc on ne s'amuse pas comme ça à donner à tout de go, le patient est allergique au paracétamol, est allergique aux pénicillines. Non, on va vraiment en profondeur quand il s'agit de classes qui sont majeures dans l'utilisation chez le patient, qui sont indispensables. Je ne sais pas si Fanny, si tu veux rajouter. Oui, non, c'est tout à fait ça. Après, il y a la notion de bénéfice-risque, un traitement pour lequel, alors quand vous parlez d'intolérance, on parle de réaction allergique, hein, parce qu'il y a des patients qui disent je suis intolérant à un traitement, mais c'est parce qu'ils vont faire des troubles digestifs, des choses comme ça c'est pas vraiment une allergie. Mais quand on parle d'allergie, de réaction d'hypersensibilité à un médicament, en principe, on contre-indique la réadministration de ce médicament parce que vous êtes allergique. En pratique aussi, si ce médicament est indispensable pour vous, on peut proposer une orientation vers un service d'allergologie qui va voir si c'est, comme disait le professeur Drissy, ce médicament-là ou toute la classe médicamenteuse ou toute la classe chimique. Et éventuellement, si vraiment on n'a pas d'alternative thérapeutique et vous devez vraiment recevoir ce traitement-là, les allergologues peuvent essayer de faire des tests d'accoutumance, de désensibilisation, où on réintroduit le traitement à toute petite posologie et à posologie progressive qui augmente jusqu'à un certain seuil où on arrive à la dose efficace. Et après, le traitement doit être continué sans arrêt, parce que si on arrête le traitement et qu'on le réintroduit, vous risquez de faire une réaction allergique. Mais oui, ça peut arriver que dans certaines situations, le bénéfice-risque soit positif en faveur d'une réintroduction du traitement sous contrôle médical, dans certaines conditions, avec un protocole particulier qui permet une accoutumance de l'organisme à ce médicament. Mais c'est des conditions vraiment très pointues et très précises. Oui, encore une ou deux questions. Oui, là. Madame, vous vouliez aussi poser une question? Vous avez... D'accord, on vous a déjà répondu, c'est ça? D'accord, donc madame, si on peut faire passer le micro, hop, si vous pouvez aider. C'est très gentil de nous aider. Comment peut-on faire la différence dans les réactions qu'on peut avoir avec certains médicaments? Bon, là, je vais vous reprendre mon cas personnel. J'ai eu une fois en fait un médicament, ça s'est très bien passé, je l'ai eu pendant plusieurs années, jusqu'au jour où à la pharmacie, rupture de ce médicament en fait que je prenais habituellement, elle m'a fourni exactement le même mais d'un autre labo, et là j'ai fait une réaction phénoménale. Donc je me suis demandé pourquoi, et c'est en regardant les excipients. En fait, en listant les excipients avec la pharmacienne, qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un excipient supplémentaire dans le nouveau médicament en fait que j'ai pris, alors que tout le reste était pareil. Et revenu en fait à l'ancien labo, au labo que je prenais avant, cette réaction en fait a complètement disparu. Alors j'aurais eu en fait ce premier labo. Lors de la première prescription, j'aurais dit à mon médecin, mais je fais une allergie aux médicaments, alors qu'en finalement, je ne faisais pas du tout une allergie à la molécule, je faisais une allergie à un des excipients. Et c'est tout à fait par hasard qu'on s'en est rendu compte. C'est lors d'une rupture chez un labo que j'ai eu en fait l'autre médicament. C'est tout à fait possible. J'aimerais intervenir sur les génériques et les biosimilaires. C'est important pour vous parce que vous pouvez être amené à recevoir des biosimilaires. Le générique, quand on met au point générique, on part du principe que la quantité, la qualité et du principe actif est exactement la même dans le générique et le produit Princeps. Et si la quantité et la qualité du produit est la même, l'efficacité et les effets indésirables, la tolérance, seront les mêmes. C'est un postulat. Au contraire, pour les biosimilaires, ils peuvent être différents. Ce qu'on demande, c'est de prouver que l'effet est identique. Donc quand on met un biosimilaire sur le marché, l'effet doit être identique et doit être identiquement prouvé. Alors que pour un générique, il faut que la quantité soit la même. Et après, on dit, si la quantité est la même, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous faites référence aux excipients. Effectivement, il y a une liste d'une 50aine d'excipients dits à effet notoire.
et vous pouvez être tout à fait allergique à un des excipients. Vous pouvez être allergique au menthol, par exemple, si vous avez un médicament avec un goût menthe ou avec un goût fraise. Vous pouvez être allergique à un colorant, vous pouvez être allergique à une cire d'enrobement. Et ça veut dire que la qualité, la quantité de principe actif est la même. Donc, ce n'est pas le principe actif qui est à l'origine, c'est la spécialité que vous prenez. Et effectivement, entre l'efferalgan et le doliprane, vous pouvez avoir du paracétamol, mais les excipients peuvent faire en sorte que vous puissiez être allergique au doliprane et pas au paracétamol, ou vice-versa, ou à un générique. Donc c'est tout à fait possible et ça peut être largement expliqué par la présence d'un excipient auquel vous êtes allergique. Rappelez-vous, les quantités peuvent être infinitésimales. Quand les allergies majeures aux cacahuètes font en sorte maintenant que sur, je crois, c'est la compagnie Delta, une compagnie américaine, on ne donne plus, sauf sur demande, des cacahuètes. Parce que le simple fait d'ouvrir un sachet à côté d'une personne qui est allergique pouvait entraîner des réactions très violentes de la personne qui était à côté. Donc maintenant, ils ne distribuent plus de cacahuètes. Donc les quantités peuvent être infinitésimales et les excipients, très souvent, ils ne sont pas en quantité infinitésimale dans les comprimés. Hein. Ils sont là pour assurer leur qualité, leur présentation finale. Une dernière question devant. Où est le micro? Il est Thierry. Oui, une dernière question sur un médicament magique dont vous n'avez pas, enfin, je vous en ai pas entendu parler et je trouve qu'il est aussi magique que le paracétamol. C'est tout ce qui est le principe de la cortisone dans nos maladies inflammatoires chroniques, qui est juste quelque chose de magique et de phénoménalement efficace et rapide. Alors pourquoi on n'en parle pas et quels sont les effets indésirables? Est-ce que c'est le best-of des effets indésirables en étant le best-of des traitements? La cortisone. Oui, j'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler parce que mon intervention était limitée, tout simplement. Après, que vous dire, la cortisone, les corticoïdes, ce sont des traitements, effectivement, qui sont très intéressants, qui ont une balance bénéfice-risque qui est très intéressante. Et il n'y a pas que dans les maladies rhumatismales, hein, ou pathologiques. Il y a énormément, d'ailleurs, je pense que toutes les spécialités médicales sont intéressées par dans le domaine de la pharmacologie par les corticoïdes. Que vous dire, les corticoïdes, donc ça agit très bien. Ce sont des anti-inflammatoires de type stéroïdien et ils ont une toxicité aussi. Donc ils ont une toxicité qui peut affecter tous les organes quasiment aussi, puisqu'ils agissent à tous les niveaux. Tout est une histoire d'utilisation à bon escient et à la bonne dose, dans la bonne indication. Donc, je ne sais pas si vous avez une question plus précise, peut-être. Non, est-ce que je peux continuer d'en prendre et d'en tirer bénéfice sans m'inquiéter d'effets secondaires et indésirables à long terme? C'est un peu ça la question, Thierry? Normalement, ils sont toujours allumés. Oui, en fait, c'est un truc qui coûte rien, qui marche vachement bien. Et quand j'en parle autour de moi et que je vois des personnes qui sont en poussée inflammatoire, etc., qui ne sont pas encore sous anti-TNF-alpha, je dirais, les ANINS ne marchent pas, etc., etc. Bon, c'est une solution qui est assez efficace et rapide et qui a l'air d'inquiéter tout le monde par ses effets indésirables à long terme. Oui, c'est ça. La cortisone est un médicament, enfin ses dérivés, ce sont des médicaments qui sont remarquables. Il y a une seule contre-indication que je maintiens à la cortisone, c'est l'herpès oculaire en cours d'évolution. Il n'y a pas d'autre contre-indication. C'est rarissime pour un médicament d'avoir aussi peu de contre-indications, tant leur utilisation peut être vitale quand on en a besoin. Donc c'est un médicament vital dans la poussée inflammatoire ou dans la résolution d'un phénomène inflammatoire impressionnant. Je parle par exemple du Covid en phase de décompensation. On met de la dexaméthasone. Ce sont des médicaments qui sont redoutables d'efficacité. Ce sont des médicaments qui sont aussi très importants à considérer en termes d'effets indésirables. Pour prendre un exemple, à l'époque des grèves, vous savez que la cyclosporine a permis l'envolée des greffes d'organes. Quand le laboratoire Sandoz, à l'époque, avait développé la cyclosporine, il a développé à perte comme un produit de prestige. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être utile dans les greffes et ça
sonné le glas, je dirais, de l'utilisation des corticoïdes à forte dose pour les greffes d'organes. Mais rappelez-vous, M. Vitria, certains d'entre vous peuvent s'en rappeler, qui était le premier greffier du cœur français, je dirais, il se cassait en 1000 morceaux dès qu'il s'asseyait quelque part. Ses os avaient atteint la fragilité du verre à cause de la cortisone au long cours. Il n'y avait que ça, donc on n'avait pas de choix. La cyclosporine a permis d'étendre le... Donc les corticoïdes, c'est très bien pour les pousser. C'est à considérer en traitement long cours avec beaucoup de prudence, mais au plus vite et au plus on peut s'en affranchir, au mieux le patient, je dirais, se portera au long terme. Serait-ce que pour les complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les complications diabétogènes, les complications ostéoporotiques, il y a beaucoup d'effets indésirables qui s'ajoutent au long cours pour un bénéfice aigu qui, lui, est certain. Donc, pour une utilisation aiguë, il n'y a aucun problème, aucune discussion. Pour une utilisation chronique, c'est une autre paire de manches. Par exemple, pour les asthmes sévères, ils sont contrôlés par des corticoïdes locaux à la dose minimale efficace, la plus faible possible, et pour des corticoïdes qui restent au niveau de l'arbre pulmonaire ou essaient de rester au niveau de l'arbre pulmonaire, le reste étant détruit par le foie lorsqu'on déglutit. Mais ce sont des autorisations, des utilisations extrêmement locales, de même pour les topiques, mais l'utilisation de la cortisone par voie générale doit être réservée à des cas très précis. Donc, d'accord pour le côté miraculeux de son efficacité, mais la tolérance au long cours est quand même à considérer pour les patients. D'autant plus qu'on espère tous vivre assez vieux. Merci, merci infiniment. Je crois qu'on a pris un peu de retard, mais c'était passionnant et vous avez répondu à tout. Merci professeur Drissi, merci docteur Rocher.